Dans nos travaux au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, à l'aide de ce baromètre de confiance politique, on mesure que la justice est aussi une institution. Bien évidemment, ce sont les institutions politiques qui sont les plus en manque de confiance, on va dire, de la part des citoyens, mais la justice est aussi très concernée. C'est moins vrai concernant la police et l'armée, et surtout l'armée, on le verra. Mais donc, dans ce temps de forte défiance quand même des citoyens, de remise en cause aussi des autorités, on l'a vu maintenant au fil des tables rondes que nous avons entendues hein, dans des registres très différents hein, d'exercice de l'autorité, eh bien, on peut imaginer que, y compris au niveau régalien, cette autorité peut se trouver fragilisée. Donc, on va voir ce que vous en pensez. Autre question un petit peu transversale, en démocratie, jusqu'où peut aller l'exercice d'une autorité relevant du régalien hein, dans la mesure où, effectivement, en démocratie, peut-être il y a aussi de plus en plus de place pour la contestation d'autorité ou d'autorité liée à l'exercice de l'État. Et donc, bien sûr, cela renvoie à la question d'un changement, d'évolution dans l'exercice même de l'autorité dans les institutions régaliennes qui, au fil du temps, doivent s'adapter à certaines évolutions sociétales aussi, qui travaillent la société. Donc je pense que c'est évidemment aussi une question que vous allez à un moment ou à un autre rencontrer. Alors, avant de commencer vraiment cette conversation, je voudrais vous proposer tout d'abord en ouverture de cette table ronde une question générale à tous les trois. Vous demander à partir de vos institutions respectives, à partir des formes d'exercice de votre autorité, puisque voilà, vous êtes en position d'exercer l'autorité, comment définiriez-vous l'autorité à partir effectivement de vos positions. Alors peut-être Agnès Thibault-Lecuivre pour commencer. Je pense que vous avez un micro. Oui. Vaste question. Oui, je sais. D'abord, un grand merci pour votre accueil et puis pour avoir considéré que la place d'une autorité interne de contrôle, telle que le représente l'inspection générale de la police nationale, pouvait avoir du sens dans le cadre de cette table ronde. L'inspection générale de la police nationale, c'est donc une autorité interne de contrôle et de ce point de vue-là, je dirais que pour moi, l'autorité, elle doit obliger autant qu'elle doit protéger. Elle doit obliger parce que une autorité, quand on la détient, on se doit de se montrer exemplaire de cette autorité dont on est dépositaire. Et elle doit protéger parce que celui à qui on confère cette autorité se trouve finalement dans un principe de redevabilité et notamment de protection et, de mon point de vue, de protection de la population. Merci. Florence Barthélémy, du côté de la justice. Oui, alors du côté de la justice, mais quand même du côté de la justice des mineurs, puisque ça a été dit tout à l'heure, je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse, qui est intégrée au ministère de la Justice. Et donc je ne parlerai que de ce point de vue-là, et pas du point de vue plus général, peut-être des magistrats ou de la pénitentiaire. C'est important dans ce que je vais évoquer sur cette notion d'autorité. Peut-être un premier point important, c'est que à la protection judiciaire de la jeunesse, nous n'avons pas de référence textuelle à proprement parler avec la notion d'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre d'écrits et de réflexions autour de la notion d'autorité. Ça veut dire que les textes qui décrivent notre travail et ce qui est attendu de nous n'utilisent pas ce terme-là. Et on va plutôt retrouver ce terme, enfin la déclinaison de ce terme dans des notions de cadre structurant, de respect, d'accompagnement, de relations éducatives.
Pour autant, on n'est pas non plus éloigné de cette notion d'autorité, puisqu'on va parler de l'autorité de la famille, d'origine, des jeunes, ou de l'absence d'autorité de la famille. On va parler bien sûr d'autorité judiciaire et d'application des décisions judiciaires, puisque la protection judiciaire de la jeunesse applique en fait les décisions, notamment des juges des enfants ou juges d'instruction. Et puis, on va parler d'autorité du cadre, celui qui dirige, qui anime les équipes qui prennent en charge les jeunes à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, peut-être une référence étymologique au terme autorité, auctoritas, sur faire grandir, en fait. Et c'est dans ce sens-là que la PJJ va intégrer ce terme à ses pratiques éducatives et dans l'idée du coup de le penser, le terme d'autorité, comme un processus qui a besoin de temps, qui peut être tumultueux, mais qui a un objectif assez clair, qui est de réussir à, face à un mineur qui a commis des actes de délinquance, de pouvoir faire rentrer ce mineur dans le respect du cadre du lieu où il est éventuellement placé, du cadre de la famille, du cadre de la société. Et du coup, c'est un accompagnement sur la compréhension de ce cadre, le respect de ce cadre, et qui va se faire au travers d'une relation éducative de confiance avec les professionnels de terrain. Merci. Alors, général. Si vous permettez, je reviendrai un tout petit peu sur la notion d'autorité régalienne. Les États, en fait, se constituent toujours autour de deux idées forces, la protection de la population et l'intégrité du territoire. C'est pour ça qu'en découlent logiquement les notions d'armée, de police et de justice. Et là, on a évidemment la sécurité extérieure avec maintenant l'armée et la diplomatie, la sécurité intérieure avec la police et évidemment tout ce qui rejette de la sécurité intérieure, et puis la justice avec le droit, et auquel on pourrait d'ailleurs ajouter une notion qui est importante, qui était la monnaie, et maintenant, si nous ne contrôlons plus la monnaie, en tout cas on contrôle la fiscalité, nous sommes tous bien placés pour le savoir. Alors, ceci dit, qu'est-ce que l'autorité maintenant, pour ce qui concerne les armées? Il y a, je crois, un moment qui est majeur dans les armées, c'est celui des passations de commandement. Quand un officier général fait reconnaître un colonel ou un capitaine de vaisseau, dans les trois armées, c'est exactement la même chose, on rassemble le régiment, prenons la notion du régiment, à peu près 1000 hommes et femmes maintenant, rassemblés, et là, l'officier général, au cours de cette cérémonie, dit à peu près les mots suivants. Vous reconnaîtrez aujourd'hui le colonel X ici présent et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, le respect des règlements, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Donc cette phrase très nette transfère l'autorité légale à ce colonel pour exécuter l'ensemble des missions qu'il devra remplir lors de son commandement. Et là, vous avez une définition très précise, vous voyez, qui part de ce qui est relativement simple, le bien du service, et qui va à l'apogée, qui est le succès des armes de la France. Puisque là, on est dans un contexte très particulier, c'est que ce colonel ou ce capitaine de vaisseau sera amené, peut-être, à commander l'engagement de ces hommes au combat, avec ce que ça signifie, évidemment, en perte chez lui, mais aussi en mort dans ceux qui font face. Donc, vous voyez, l'autorité est quelque chose qui est même, d'une certaine façon, exorbitant au droit. Merci donc pour ce premier tour de table qui est très révélateur déjà de la façon dont l'autorité s'entend dans chacune de ces institutions régaliennes. Alors,
Maintenant, rentrons un peu dans les détails. Donc, commençons avec vous. Donc, Agnès Thibault-Lecuivre, commençons par l'ordre public, le respect de l'ordre public par la police. Donc, par cette première question qui m'est venue quand même vous concernant, puisque c'est la première fois qu'une magistrate est nommée à la tête de l'IGPN, donc c'est quand même une fonction nouvelle. Je voudrais savoir si ça a changé et si ça a suscité des évolutions, des transformations, une expérience spécifique dans l'exercice de votre autorité au sein de la police nationale. D'abord, parce que pour la première fois, vous êtes une magistrate qui occupe cette fonction. Il y a d'autres femmes qui ont occupé cette fonction avant vous, mais qui n'étaient pas magistrates, qui étaient donc dans la police. Donc vous êtes femme et magistrate. Donc comment, effectivement, vous exercez votre autorité? Alors j'ajouterai même un troisième point. Je suis femme, magistrate et pas en fin de carrière. Si je le dis, c'est que ça revêt malgré tout une certaine importance parce que traditionnellement, les chefs de l'inspection générale de la police nationale étaient plutôt, et ce qu'on peut entendre d'ailleurs au regard de l'expertise, de l'expérience, d'une certaine forme de sagesse bien évidemment, c'était plutôt ce type de profil qui était à la tête de l'inspection. Alors, je me suis retrouvée à la tête de l'inspection, pas tout à fait par hasard, mais malgré tout par un jeu de rencontres et de circonstances. Donc je suis magistrate de l'ordre judiciaire. J'ai exercé une quinzaine d'années successivement au parquet de Bobigny et au parquet de Paris. Donc du droit pénal, je suis une pénaliste et avec une vraie appétence sur le régalien. Et quand on est magistrat de l'ordre judiciaire, on a bien évidemment très ancré en nous les principes d'indépendance, de séparation des pouvoirs, mais on a tout aussi chevillé au corps la conviction qu'il y a un continuum et que les enquêteurs sans les magistrats, ça ne fonctionne pas, et qu'à contrario, les magistrats sans les enquêteurs ne sont pas grand-chose, puisqu'il est demandé aux enquêteurs d'amener tous les éléments de preuve pour parvenir in fine à ce que l'autorité judiciaire accède à la manifestation de la vérité. Donc, ancrer cette idée du ministère de l'Intérieur, et après ces années côté ministère de la Justice, c'est donc assez naturellement que j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur dans des fonctions assez politiques, si j'ose dire, puisque j'étais au service du ministre de l'Intérieur entre juillet 2020 et juillet 2022 dans son cabinet, comme conseillère justice et ensuite comme directrice adjointe de cabinet. Fonction politique, si j'ose dire, puisque vous êtes au service d'un politique. Pour autant, magistrat avec toutes les principes qu'on se doit d'avoir quand on est magistrat, et surtout, avant tout, un conseiller technique avec qu'est-ce qu'il est possible en droit de considérer qu'on peut faire, et puis jusqu'où, si on en revient à la problématique de l'autorité, l'autorité politique ne peut pas finalement tout imposer, et l'importance que des techniciens du droit, des techniciens de la diplomatie, des techniciens de l'enquête policière puissent apporter comme éclairage pour le politique, parce que, me semble-t-il, c'est évidemment nécessaire dans une démocratie. Et cet éclairage, moi j'ai eu l'occasion de l'apporter au ministre de l'Intérieur pour lequel j'ai travaillé dans le cadre de ce qui a été appelé le Beauvau de la sécurité, qui était une volonté du ministre de venir interroger finalement les pratiques policières. Et cette interrogation est venue après une affaire qui a connu un certain retentissement, qui était l'affaire Zecler. Une affaire à l'occasion de laquelle des policiers ont été mis en examen, placés en détention provisoire
avec des chefs d'infraction de violences aggravées, donc de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, je vais y revenir, et puis avec des interrogations sur une discrimination au regard de l'origine de la victime. Ces interrogations du Beauvau de la sécurité autour de plusieurs tables rondes, une table ronde sur les relations entre la police et la justice, qui m'intéressait évidemment, une autre table ronde notamment sur les relations entre la police et la population, une autre encore sur le contrôle de l'autorité policière. Et dans l'ensemble de ces tables rondes, finalement, des réflexions sur, pour que la population ait confiance dans sa police, encore faut-il qu'elle ait confiance dans les autorités de contrôle de la police. Et on y revient, qui dit autorité de contrôle interne, dit inspection générale de la police nationale, et des pistes de réflexion alors sur comment renforcer, enfin plus exactement, comment faire en sorte que l'inspection générale de la police nationale soit moins décriée, plutôt que renforcer sa crédibilité, puisque les critiques sont récurrentes contre l'inspection générale. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Alors, quid d'une autorité indépendante, quid d'une absorption par l'autorité externe, cette fois-ci de contrôle, qui est la défenseur des droits, quid d'un renforcement du contrôle parlementaire, quid encore d'un changement de gouvernance, d'où l'idée de mettre un magistrat à la tête de l'inspection. Quand j'ai pris mes fonctions, autant vous dire que les organisations syndicales de policiers, et on peut l'entendre, n'étaient pas ravies, en disant quelle défiance contre la police que de nommer un directeur des services actifs de la police nationale qui ne soit pas de notre institution. Quelle défiance encore, finalement, contre mes prédécesseuses, qui évidemment avaient parfaitement fait leur travail. Et ce que j'ai très rapidement dit, c'est si la nomination d'un magistrat peut venir renforcer la légitimité de l'ensemble des acteurs de l'inspection, profitez-en, servez-vous de moi. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que cette nomination d'un magistrat soit simplement une opération politique, finalement, un simple affichage, mais construisons ensemble, collectivement, une feuille de route, en ce compris avec les organisations syndicales, parce que je suis convaincue que l'image de la police passe nécessairement par un contrôle assumé, renforcé de l'ensemble des femmes et des hommes qui composent cette institution. Alors, une fois que j'ai dit ça, par rapport à la question qui nous occupe cet après-midi, il me semble qu'on peut interroger cette autorité sous un triple prisme. D'abord, l'autorité dont les policiers sont dépositaires. Ensuite, l'autorité que les policiers se doivent d'exercer au service de la protection de la population. Et enfin, une autorité qui oblige l'institution police nationale, une autorité qui oblige tous les policiers dans un principe de redevabilité. Alors d'abord, l'autorité dont les policiers sont dépositaires. On va se référer à un texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme, en son article 12. Je cite, « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Cette force publique, donc, au sens du pacte républicain, s'incarne dans notre ordre régalien par la gendarmerie nationale, par la police nationale, également par les douaniers, parce que ces personnes sont dépositaires de l'autorité publique. On retrouve ici le bien connu Max Weber dans son monopole de la violence physique légitime. Et là, on vient immédiatement interroger la question de la légitimité de l'usage de la violence, qui est une question récurrente, quotidienne, que nous nous posons à l'inspection générale. Et l'usage de la violence, moi je ne cesse de le répéter, il est par essence choquant. Donc quand les uns et les autres, on est confrontés d'une toute immédiateté à des vidéos particulièrement virales avec l'utilisation de la force, que nous soyons choqués, c'est normal.
Mais on se doit évidemment de dépasser ce simple sentiment. Et la seule question que nous devons nous poser à l'inspection générale, c'est l'usage de la force par une personne dépositaire de l'autorité publique, est-il légitime ou non? Et cette légitimité, on l'interroge suivant deux principes, celui de la proportionnalité et celui de la nécessité. Donc ce sont nos seuls guides. On doit être départi de toute émotion pour venir interroger cette légitimité de la violence. Et puis, à contrario, parce qu'il est dépositaire de l'autorité publique, le gendarme ou le policier y bénéficie d'un statut particulier par la répression des actes qui seraient commis contre sa personne. D'où les infractions d'outrage, de rébellion, d'où encore tout un régime de protection des forces de sécurité intérieure. Et aujourd'hui, d'avoir bien à l'esprit que être personne dépositaire de l'autorité publique, ça implique une protection, c'est parce que, de fait, les forces de sécurité intérieure sont exposées à un triple risque, un risque physique, un risque médiatique et un risque juridique. Alors, risque juridique, je suis bien placée pour le savoir, puisque la responsabilité, à la fois en termes de manquement disciplinaire et en termes de responsabilité pénale des policiers, c'est ce que nous venons rechercher dans nos enquêtes. Et puis, le risque physique, celui-ci, chacun l'entend, avec un policier qui est en permanence confronté au fait que chaque matin, il ne sait pas ce qui va se passer dans sa journée, il ne sait pas s'il va devoir faire usage de son arme, de quelle arme, arme de force intermédiaire, arme à feu, il ne sait pas la violence à laquelle il va être confronté en face de lui, etc. Et le tout, dans ce risque médiatique que j'évoquais, ce poids de l'image qui est prégnant et qui est générateur de tension et d'incompréhension face à cette autorité, finalement, qui sans cesse est interrogée, alors que, et c'est le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, cette autorité, le policier doit l'exercer au service de la protection de la population. Et donc, c'est cette difficulté avec des policiers qui sont gardiens de la paix, avec tout ce que cette expression symboliquement a comme sens, et avec finalement une ambivalence de la population qui attend que sa police la protège, mais qui a ce sentiment de défiance, malgré tout, de plus en plus fort parfois face à sa police. Une police qu'on peut aimer. Les Jeux Olympiques, à cet égard, ont été une magnifique illustration de ce que la police peut être appréciée par sa population, et les policiers de vous dire on n'a pas été différent. Moi, j'ai un point de vue un peu différent dans le sens où les policiers disaient bonjour à tout le monde. Les policiers n'étaient pas sur leur téléphone portable, mais indiquaient par exemple le chemin. Et on avait cette relation finalement de proximité. Pourquoi ? Parce qu'en face, on avait une population qui n'était pas dans une absence de respect et qui n'était pas dans une volonté de confrontation à une personne dépositaire de l'autorité publique. Cette police qu'on aime, cette police qu'on déteste, vous le savez bien évidemment mieux que moi, les sondeurs interrogent de manière assez récurrente. Et en mars 2023, par exemple, un sondage de l'IFOP qui a interrogé le rapport de la population à sa police et le rapport de la population à l'autorité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que une large majorité des Français adhèrent à l'affirmation selon laquelle l'autorité est une notion qui se perd en France de nos jours. 85% des Français, dans ce sondage de mars 2023, considèrent que l'autorité est une notion qui se perd en France de nos jours. Et dans le même temps, ce sondage sur le sentiment spontanément inspiré par la police révélait que la confiance, pour 44%, alors 44%, est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup ? En tout cas, c'était la confiance qui venait en premier, et loin derrière, finalement, le sentiment d'inquiétude, 19%, et d'hostilité, 8%. Donc cette ambivalence d'une police qu'on aime, qu'on déteste, et de policiers dont la mission première est de venir
protéger cette population, d'être au service de la population, et avec une vraie difficulté à trouver du sens à la mission de policiers aujourd'hui, avec une désaffection pour la police nationale, avec des candidats qui sont moins nombreux au concours, que ce soit au concours d'élèves gardiens de la paix, d'officiers, de commissaires, avec des policiers à qui on demande d'être présents partout. Il faut être présent sur la voie publique. Il faut arriver à démanteler des trafics de stupéfiants. Il faut être présent sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Il faut sécuriser les manifestations avec des priorités multiples et avec toujours ce respect qui est attendu par ceux qui sont là pour protéger et à qui, bien souvent, on va venir contester l'action. Et c'est là le troisième point que j'aborderai rapidement sur une autorité qui oblige le policier. Elle oblige le policier, cette autorité. Il est soumis à un code de la déontologie, qui est d'ailleurs commun avec la gendarmerie nationale. Ce code de déontologie qui porte toutes les valeurs auxquelles un policier doit nécessairement adhérer quand il rejoint l'institution police nationale. Et de manière symbolique, depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai souhaité que ce soit la direction de l'IGPN qui remette les codes de déontologie à tous les élèves gardiens, les élèves officiers, les élèves commissaires, pour faire passer le message suivant lequel cette déontologie, c'est pas simplement un carcan de règles, c'est pas une défiance, mais c'est réellement ce qui doit infuser le policier, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle, parce que c'est que par là que cette confiance avec la population peut être, me semble-t-il, restaurée. Et cette déontologie, de même que l'autorité, et je trouve ça particulièrement intéressant, de mon point de vue, elle oblige autant qu'elle protège. Et cette autorité, elle impose la mise en œuvre d'un contrôle, on y vient. Alors, le contrôle de l'inspection générale de la police nationale, qui s'exprime à travers l'ensemble des missions de l'inspection générale. Vous avez peut-être une vision, grâce à la fiction de l'inspection générale, les fameux bœufs carottes, puisqu'on cuisinerait tellement les policiers que nous serions des bœufs carottes à l'inspection. Nous avons effectivement cette mission d'enquête administrative prédisciplinaire. On va venir vérifier si le policier agit en conformité avec la déontologie. Et nous avons une mission qui nous est confiée par l'autorité judiciaire, par les magistrats du parquet, par les juges d'instruction, pour venir interroger, au regard cette fois-ci du code pénal et non plus du code de la déontologie, l'action d'un policier. C'est vrai sur l'usage de la force, c'est vrai aussi et de plus en plus sur des problématiques d'atteinte à la probité, de violation du secret, de faux, de corruption, et j'en passe. Mais l'inspection, c'est pas uniquement cette fonction d'enquête. Nous ne sommes pas que les bœufs carottes, nous avons aussi une fonction d'inspection et d'évaluation. C'est un service qui dysfonctionne. Il faut aller poser des constats, préconiser un certain nombre de recommandations et plus encore suivre ces recommandations, sinon c'est totalement inutile. Et nous avons enfin, qui est encore plus méconnu, une mission d'accompagnement et de soutien du policier. Parce que pour venir reprocher des choses, encore faut-il qu'une inspection elle soit en capacité d'intervenir avant que la maison dysfonctionne. Ça impose une vraie sécurisation juridique. On est sur des difficultés et vous avez pu peut-être le toucher du doigt à travers l'affaire Naël sur dans quelles conditions un policier peut-il ouvrir le feu quand il y a un véhicule en mouvement. Et ça, on a besoin qu'une inspection dise ce qu'autorise le droit. On a besoin qu'une inspection puisse valider les mallettes de formation sur l'usage de la force et j'en passe. Et puis, on a... au-delà de cette fonction, tout un tas de missions partenariales et c'est extrêmement important parce qu'une autorité interne de contrôle qui serait refermée sur elle-même, finalement dans un certain corporatisme, serait totalement inefficace. C'est la raison pour laquelle, et en cela peut-être qu'un magistrat à la tête de l'inspection peut apporter sa pierre à l'édifice, il faut qu'on ait des relations extrêmement fluides avec les autorités externes de contrôle, la défenseure des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté
évidemment les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, qu'on ait des relations très fortes aussi avec les sociologues, avec les chercheurs, qui ont beaucoup à nous apporter sur l'image de la police, l'image du contrôle de la police. Et puis, il y a une constante en permanence sur l'autorité, c'est que une personne dépositaire de l'autorité publique, elle dépend elle-même d'une autorité hiérarchique qui lui demande en permanence de rendre compte. Et ce devoir de rendre compte, cette obligation ensuite du devoir de réaction de l'administration, ça doit réellement guider l'action de toute l'institution police nationale. Et à l'inspection, nous n'avons qu'un pouvoir de proposition de sanctions. Autrement dit, une fois que nous avons révélé un certain nombre de manquements contraires au code de la déontologie, nous allons proposer qu'un conseil de discipline se tienne puis pour que le policier soit sanctionné. Nous n'avons pas ce pouvoir de sanction. Donc les critiques récurrentes sur l'inspection générale de la police nationale blanchisseuse parce qu'une sanction n'est pas tombée sont fausses. En revanche, que nous soyons, nous, particulièrement conscients de ce que l'absence de sanction dans un délai de rapidité qui est nécessaire soit une difficulté et que nous servions de poil à gratter finalement à cet égard est une nécessité qui s'impose à nous. Cette certitude de la sanction, elle est importante pour la personne dépositaire de l'autorité publique, parce que celui qui commet un manquement, il jette l'opprobre sur l'ensemble de l'institution. Et elle est évidemment importante pour la population, qui sait que cette police qui la protège, quand elle dysfonctionne, quand elle commet un manquement, quand elle commet un délit, un crime, il y a une sanction au bout qui doit être juste et proportionnée et à la hauteur de cette autorité qui est conférée aux hommes et femmes de la police nationale. Merci. Oui, je crois qu'on peut applaudir parce que je crois que nous avons beaucoup de chance d'avoir pu disposer maintenant de cette description très importante d'abord du fonctionnement de l'IGPN, mais aussi de réflexion à laquelle vous nous avez invités sur cette autorité, ce respect effectivement et cette légitimité de l'autorité qui est au cœur de notre débat. Merci beaucoup. Donc maintenant, la parole est à Madame Barthélémy, avec qui nous allons examiner ce qui se joue dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse et plus largement, puisqu'on a abordé pas mal les questions de protection judiciaire de la jeunesse hier, plus largement dans la justice, lorsque des infractions à la loi sont commises par des jeunes. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, pour la PJJ, l'autorité, c'est fixer un cadre, permettre aux jeunes de grandir, mais donc évidemment c'est aussi exercer une certaine autorité pour y arriver. Et donc j'aurais envie de vous poser la question de savoir si finalement ces jeunes, face à cette autorité quand même que vous exercez, ne serait-ce que pour former le cadre à partir duquel vous allez les accompagner dans leur développement, dans leur devenir. Est-ce qu'ils, selon vous, est-ce qu'ils rejettent l'autorité ou est-ce qu'ils sont en demande d'autorité? C'était une question un petit peu piège. Mais on dit beaucoup de choses justement sur le rapport des jeunes à l'autorité. On a dit beaucoup de choses aussi. On dit beaucoup de choses sur le rapport des jeunes à la police. D'ailleurs, j'aurais bien envie aussi de faire suivre cette première question de cette deuxième. Comment, selon vous, dans les jeunes avec lesquels vous êtes en relation, quelle est la perception qu'ils ont effectivement de cette autorité de la police dans leurs interactions avec la police? Alors, des questions qui ne vont pas forcément être évidentes et sur lesquelles c'est compliqué d'y inscrire une réponse en généralité. Parce que le travail de la PJJ, c'est aussi d'individualiser la prise en charge et donc la procédure du jeune quand elle nous arrive.
Et du coup, on ne va pas avoir une tendance unique de réaction de ces jeunes-là. Peut-être en amont, préciser que la protection judiciaire de la jeunesse, effectivement, à plus de 60%, elle suit des mineurs qui ont commis des infractions pénales, mais que sur ces mineurs qui ont commis des infractions pénales, il peut exister une croyance qui est qu'ils sont tous pris en charge dans des foyers, dans des structures plus ou moins fermées. Or, c'est 4% des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse qui vont être finalement au quotidien avec des professionnels de la PJJ dans des structures plus ou moins fermées de foyers. Ce qui veut dire que l'autorité des professionnels vis-à-vis des jeunes et l'analyse que l'on peut faire de ces jeunes-là, c'est pas sur une vision continue de ce jeune dans son quotidien, sauf pour 4% de ces jeunes-là. Alors, est-ce que ces jeunes défient l'autorité ou la recherche? Sans doute un peu des deux. On a évidemment énormément d'adolescents et d'adolescents en crise d'adolescence. On le sait déjà sur des jeunes qui ne commettent pas d'infraction pénale. C'est plutôt la norme, la crise d'adolescence. Et on serait plutôt étonné d'un jeune qui traverse cette période-là sans crise. On s'inquiéterait d'ailleurs pour plus tard. Il n'a pas fait de crise d'adolescence. Donc du coup, la confrontation dans la crise d'adolescence, oui, elle est présente. Elle est présente sous différentes formes, mais il y a un rejet d'autorité et il y a un rejet peut-être de règles. Et elle va s'inscrire de manière plus ou moins forte, suivant le jeune, suivant le contexte, suivant l'entourage, suivant le parent, suivant les difficultés aussi à l'école, parce que on constate sur beaucoup des jeunes pris en charge à la PJJ une forme de rupture scolaire ou de difficulté scolaire, ne serait-ce que dans les apprentissages. Donc là, c'est au-delà de la relation à l'autre. Donc oui, il y a une remise en cause de l'autorité et des concours de circonstances plus ou moins graves et des passages à l'acte qui peuvent être très graves de ces jeunes qui vont rejeter l'autorité familiale, scolaire, de société, l'autorité de la loi. Mais finalement, je vais peut-être parler de mon expérience de plus de 8 ans de directrice de service dans un hébergement. L'autorité, ils viennent la chercher. Ils viennent vérifier que l'adulte est là. Ils viennent vérifier que l'adulte est cohérent, que l'adulte dit la même chose que le second adulte dans la structure et que ça se comprend, que c'est logique, que même s'ils sont d'accord ou pas d'accord, on peut leur expliquer pourquoi. Et du coup, j'ai dit tout à l'heure que c'était un processus qui pouvait être long et tumultueux, mais on constate sur les structures, et dans la majorité des cas, une capacité du jeune à progresser dans son rapport au cadre qu'on va lui poser. Peut-être plus concrètement, on peut avoir des jeunes qui vont arriver sur des structures et qui n'ont juste pas le rythme que l'on peut attendre d'un adolescent. Vivre la nuit, dormir le jour, ne pas participer à des tâches du quotidien. Et ça va passer, du coup, l'autorité et plutôt la relation éducative par le fait d'inscrire un rythme pour ce jeune, un rythme qui va lui permettre ensuite de pouvoir accéder à une insertion scolaire, professionnelle, qui va peut-être lui permettre de redevenir individu et acteur du coup d'une évolution
attendu par le magistrat, puisque, encore une fois, à la protection judiciaire de la jeunesse, on ne décide pas totalement de comment on va accompagner le jeune. Alors évidemment, on va décider dans le quotidien, est-ce que c'est à telle heure qu'il faut se coucher? Est-ce que le jeune peut utiliser son portable? Est-ce que on répond de cette manière-là ou d'une autre à une transgression? Ça oui, on va le décider, mais à quel moment le jeune va être suivi au pénal et va être placé ou va être suivi en milieu ouvert, majorité des jeunes, hein, encore une fois, c'est le magistrat. Et donc, on est en application d'une décision de justice. On se pose beaucoup la question de l'autorité et puis du coup du respect peut-être de la police. On disait pour ces jeunes-là, on constate en tout cas, enfin moi j'ai pu constater que c'est des débats qu'on pouvait avoir avec les jeunes, parce qu'on a beaucoup de débats avec ces jeunes-là, et que oui, il peut y avoir un rejet, mais au même titre que le reste de la population, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que inquiétude peut-être sur la légitimité, sur l'utilisation de la force dont vous avez parlé, que nous n'avons bien évidemment pas le droit d'utiliser. Donc oui, il peut y avoir cette défiance-là. Et puis, on est aussi, nous, dans un cadre pénal et on peut être amené aussi à venir poser des actes au pénal pour déposer plainte aussi, parfois, lorsque ça va beaucoup trop loin pour ces jeunes-là vis-à-vis de nos professionnels. Et donc, on s'inscrit aussi dans la défiance vis-à-vis de nos professionnels. On a des jeunes qui n'ont pas choisi d'être là et qui peuvent être en défiance de cette autorité. Donc, c'est vraiment un processus qui prend beaucoup de temps. Mais, vous l'avez dit, l'autorité, et notamment vis-à-vis des jeunes, on a l'impression que finalement, ils respectent de moins en moins. Est-ce qu'ils respectent de moins en moins ou est-ce qu'il y a des affaires très choquantes? C'est vrai, pour lesquelles on a 1% de nos jeunes qui sont en détention. Est-ce que, et peut-être que c'est un bien, il y a plus de poursuites pénales et donc on entend plus parler de la délinquance mineure. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on voit aujourd'hui des poursuites pour des comportements pour lesquels il n'y avait pas de poursuite auparavant. Je peux parler par exemple du harcèlement scolaire, où il y avait une prise en charge éducation nationale. Quand ça allait extrêmement loin, il pouvait y avoir des poursuites de manière exceptionnelle. Et aujourd'hui, nous, on travaille à la PJJ sur davantage d'accompagnement sur cette thématique et donc davantage de jeunes pris en charge en lien avec du harcèlement scolaire. C'était des choses qu'on voyait peu à la PJJ il y a 15 ou 20 ans. Donc il y a une réaction de la société plus forte vis-à-vis des infractions commises par les mineurs. Et nous, on applique, du coup, et on voit du sens, en tout cas, dans l'accompagnement de ces mineurs-là au quotidien. Et les relations entre la PJJ, par exemple, et donc tout ce travail d'accompagnement que vous faites de ces jeunes, et d'autres institutions, et notamment la police. Comment sont-elles, ces relations, justement? Alors là, les jeunes ne sont plus en question, mais vraiment d'institution à institution, entre l'institution donc judiciaire et particulièrement la PJJ, puisqu'il s'agit des jeunes, et les policiers. Alors, ce sont des partenaires assez rapprochés. On ne peut pas envisager de travailler à la PJJ sans travailler avec la police, avec la gendarmerie. On travaille aussi de plus en plus d'ailleurs avec l'armée. Je pourrais en parler un peu plus. Mais pour moi, ce sont des relations qui sont des relations de complémentarité parce que nous avons besoin d'eux, très clairement. Nous avons besoin d'eux parce que nous sommes à la fois dans la relation éducative et en même temps limitée. La force, nous ne l'utilisons pas. Et il y a certaines situations qui imposent
de faire appel à la police. On a, de manière générale, beaucoup de soutien des services de police qui ont des services spécialisés pour suivre particulièrement les mineurs. Et donc, on va avoir des travaux ensemble. Ça va dépendre des territoires, mais on prend en général, au-delà des réunions sur lesquelles on se voit, puisqu'on a des thématiques communes, on prend le temps aussi de se connaître et dans les individus, au local. Les directeurs de services de nos structures à la PJJ connaissent très bien les professionnels de la police locale qui interviennent auprès des mineurs. Il y a des réunions qui se mettent en place, il y a de l'interconnaissance aussi à travailler pour que lorsque nous on les contacte, il puisse y avoir de la réactivité et que pour eux, ils puissent avoir le sentiment de ne pas agir à notre place, puisque chacun son domaine de compétence aussi. Donc on a ces enjeux-là. Et pour ma part, sur les différentes fonctions ou les différents territoires où j'ai exercé, ça a toujours été des relations très riches et très soutenantes. Peut-être je développerai un tout petit peu avec l'armée, du coup. Oui, et ça sera une transition, effectivement, avec le propos du général. Très bien. Parce que on a aujourd'hui un partenariat armée-justice qui est très clair et sur lequel on est en train de développer notamment ce qu'on appelle les MAN et les PIM. Donc je vais expliquer, bien sûr. Les MAN, c'est Module Armée-Nation. Et c'est un module d'articulation très rapproché entre l'armée et la PJJ au bénéfice des jeunes, notamment placés en centre éducatif fermé, qui vont du coup tous bénéficier sur le territoire national de temps autour de la notion de défense, de temps autour des cérémonies mémorielles. Et ça a, à mon sens, beaucoup de sens pour les mineurs parce que pour tout enfant, adolescent, se poser la question du citoyen, se poser la question de l'histoire dans laquelle il s'inscrit, participe au faire grandir et participe au devenir citoyen. Donc, il y a un enjeu autour de ces cérémonies-là. Et puis, il y a des activités aussi qui sont mises en place en commun. Moi, je ne suis pas sur ce territoire, je suis sur un autre territoire en Côte d'Or et Saône-et-Loire. Et par exemple, un des centres éducatifs donc de Côte d'Or a déjà débuté ce module et pu bénéficier de temps d'accompagnement sur lesquels ça s'est excessivement bien passé. On a des jeunes qui arrivent très bien à être dans le respect d'un cadre et sur le territoire militaire au sens de tout le protocole que ça impose et c'est particulièrement intéressant aussi. Et puis on a aussi tout à l'heure je disais les PIM, ce sont des périodes d'immersion et c'est beaucoup plus long pour notamment les centres éducatifs renforcés et donc là il y a une construction de programme plus à la main de la PJJ et avec l'idée de pouvoir avoir recours à des réservistes qui ont une expérience militaire et qui peuvent nous accompagner sur ces journées-là. Merci beaucoup. Alors donc maintenant, nous allons venir sur le terrain de l'armée. On y est déjà, mais nous allons y rester quelque temps. Donc merci, Général Delors, d'être avec nous pour évoquer l'autorité militaire. Et je crois que c'est d'autant plus intéressant d'entendre votre témoignage puisque vous avez eu des fonctions au cours desquelles vous avez exercé l'autorité à tous les niveaux de votre carrière militaire. En tant que destinataire de l'autorité lorsque vous étiez jeune officier combattant, soumis donc aux ordres qui vous étaient donnés, jusqu'à l'exercice de l'autorité que vous avez conduit au plus haut de vos fonctions d'officier général comme donneur d'ordre selon la volonté du président de la République. Donc
voilà, je pense que vous avez un spectre d'expérience de l'autorité très large au sein de l'armée. Alors, une première question que je voudrais aborder, parce que c'est vrai qu'on l'a assez peu abordée jusqu'à présent et qui me semble centrale dès l'instant où on s'intéresse aux régaliens, c'est celle de la relation entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Au fond, les militaires obéissent à l'ordre donné par le pouvoir politique, notamment en ce qui concerne la défense nationale ou les opérations extérieures. Donc, est-ce que vous pouvez un peu éclairer ce point, ces relations et ces liens entre ces deux autorités régaliennes, que sont effectivement celles des militaires et celles du pouvoir politique? Merci bien. Bon, tout d'abord, je vous rassure, on ne naît pas général. Une des particularités des officiers, c'est qu'ils gravissent tous les grades au sein de leurs hommes, puis après au sein des états-majors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils connaissent les hommes de la base, parce qu'ils sont à la base. Et donc, avant de commander à des échelons supérieurs, ils montrent leur capacité et ils apprennent à connaître les hommes. C'est ce qu'on appelle, on commence le collectif. Les jeunes officiers apprennent, découvrent une population très diverse, d'horizons très divers, et que donc là, ils montrent à la fois leurs compétences, leur exemplarité, leur dévouement et évidemment le sens de la mission. Et puis ils montent. Alors c'est pour ça qu'effectivement, pour certains en tout cas, pas pour tous, c'est dommage pour pas mal de camarades, mais on n'arrive pas tout à fait en haut. Mais disons, ils participent à la construction globale. Alors cette construction, c'est intéressant parce que depuis la Ve République, dans sa constitution, le chef de l'État, président de la République, est aussi le chef des armées. Alors, et ce chef des armées, le général de Gaulle, en son temps, a voulu non pas qu'il soit légal, ce qui était déjà, mais qu'il soit légitime. Il avait d'expérience, il savait l'importance de la légitimité. Et cette légitimité, il en avait absolument besoin pour exercer l'ensemble de ses fonctions pour protéger les Français et notre intégrité du territoire, c'est-à-dire utiliser la possibilité, en tout cas la dissuasion. Et donc, il a eu recours au suffrage universel pour avoir que le président ait le soutien d'une majorité de Français. En ce sens, il était non seulement légal, mais il était légitime. Alors ça a beaucoup d'importance pour toute la construction des armées. Je prendrai pour simplifier le vocable de l'armée, mais ça recouvre bien sûr les trois armées. Ça a beaucoup d'importance parce que ça veut dire que les ordres d'engagement pris par le président de la République ne sont pas discutables. Alors il y a bien sûr, comme dans toute constitution bien faite, tel article qui permet d'éviter toute dérive, mais aucune contestation n'est faite sur cette légalité, cette légitimité dans les ordres qui sont donnés. N'oublions pas que notre président de la République peut engager les forces armées à l'extérieur du territoire national de sa propre décision, bien entendu éclairé par ses conseillers, etc., et son chef d'état-major, mais il peut l'engager avant même d'être amené à voir le gouvernement défendre la position qu'il a prise devant le Parlement. Maintenant, c'est depuis 4 mois, et encore, je crois que c'est le président Sarkozy qui l'a introduite. Auparavant, avec les présidents précédents, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand et ensuite Chirac, il n'y avait pas à répondre de l'engagement des forces armées à l'extérieur. C'était une position d'ailleurs assez intéressante parce qu'elle était supérieure à celle du président des États-Unis d'Amérique dans l'engagement de la force armée américaine. Le président américain, lui, est tenu de répondre de l'engagement des forces américaines dans un délai de 90 jours devant le Congrès. Donc vous voyez que c'était une position très très forte. Alors cette position très forte, elle permet à l'homme qui est sur le terrain
et qui reçoit, je vais revenir dessus, sur ce cheminement d'ordre qui arrive à lui sur le terrain, que ce soit au Liban, au Tchad, au Moyen-Orient, au fond de la mer, dans les airs en Roumanie ou en Estonie. Il reçoit des ordres et il va, évidemment, ces ordres qui sont déclinés jusqu'à son niveau, il va pouvoir les exécuter sans avoir mauvaise conscience. Qu'il sait, lui, sa responsabilité à son niveau, ça va être de contrôler l'engagement de ces hommes et de ses moyens, terrestres, aériens, maritimes, pour que ça soit conforme à ce qui est souhaité. Hein, l'engagement in fine des forces armées, nous y sommes régulièrement confrontés ces dernières décennies, c'est qu'il faut que l'engagement de nos troupes soit conforme à l'esprit de la mission qui est donnée aux forces armées. Il y avait un chef d'état-major qui, il y a quelques années, avait même imaginé l'idée du caporal stratégique, c'est-à-dire que c'est le caporal qui est tout au fond de la République centrafricaine, qui se retrouve un peu isolé, qui se retrouve à un certain nombre d'excités, son comportement peut avoir des répercussions bien au-delà de son grade, bien au-delà de son lieu, une importance vraiment réelle pour notre pays. Donc cet ordre qui est décliné jusqu'au bas, que reçoit, disons, le capitaine, hein, moi je prends l'exemple, est-ce que vous vouliez inciter, parce que vous savez, au Liban, on vous parle des Français qui y sont, mais à juste raison d'ailleurs, mais vous avez devant vous un des premiers qui a débarqué il y a 46 ans. C'est vous dire la permanence d'ailleurs de l'effort de la France pour essayer de trouver, vaille que vaille, une solution dans ce pays qui est en grande difficulté et qui, malheureusement, la situation ne s'améliore pas, comme vous le savez, en regardant la télévision. Donc cet officier, il reçoit des ordres et il va les appliquer avec ses hommes. Et évidemment, avec ses hommes, je dis bien parce que c'est toujours du collectif. C'est du collectif et c'est souvent en liaison avec d'autres. Donc c'est la notion avec les aviateurs ou avec les marins. Donc c'est une notion difficile. Alors maintenant, si on monte dans les étages, j'ai trouvé que à une autre partie de ma vie militaire, j'ai été à une poignée d'éventail, c'est-à-dire à la charnière entre le politique et le militaire. D'une part, le président de la République qui prend des décisions, mais vous imaginez bien que le président de la République, lui, il prend l'orientation, la décision sur la base d'options qui lui ont été présentées par son chef d'état-major lui-même, qui a fait travailler un certain nombre d'Indiens pour avoir les bons papiers dans le bon temps, etc. Et effectivement, il va répondre. Généralement, le politique est assez allant. Alors ensuite, le militaire lui dit, écoutez, il va falloir que vous engagiez tant d'hommes. Ça va vous coûter tant, parce que c'est aussi une question rémanente, hein, ça va vous coûter tant, parce que c'est un coût. Hein, on fait des calculs sur la durée, on a des abacs là-dessus. Et puis, vous allez courir tel risque, c'est-à-dire nos forces vont courir tel risque, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez prêts à assumer le retour d'un certain nombre de nos hommes aux invalides, puisque c'est maintenant l'usage qui en est fait. Donc ça, cette discussion. Et le président va prendre une décision. Il va prendre des décisions et évidemment, le militaire, il a la responsabilité de lui présenter le plus objectivement possible ses options. Donc il travaille en amont, puis vient la décision ou la non-décision du président. Il y a un certain nombre de fois où il dit non, non, pas cette fois-ci, ou non, on va essayer de trouver une autre solution. Donc il se retourne vers son conseiller diplomatique. Souvent, moi, je n'ai pas de solution non plus. Donc on revient à la case précédente, où on fait durer, où on trouve quelques palliatifs. Et puis, de temps en temps, il y a l'ordre d'engagement. L'ordre d'engagement, il y a un centre opérationnel qui est fait pour ça, et qui ensuite va décliner les ordres aux 3 armées pour les engager. Donc vous voyez que là, il y a
c'est un point très important, à la fois en amont, puisque vous allez, par le biais de votre renseignement, apporter des informations au président, lui présenter. Vous savez, il y a beaucoup d'universitaires dans cette salle, mais même les autres aussi. Vous savez que la manière de présenter un problème est aussi très importante. La manière dont ça peut être complet, pas tout à fait complet. On évite que ça soit orienté. Vous présentez quelque chose qui soit le plus pur possible comme renseignement. Et puis ensuite, donc, ces fameuses options d'action. Le politique est assez allant. Hein. Faut pas croire que c'est les militaires qui rêvent toujours à envoyer leurs troupes, etc. Hein. Donc, surtout que quand on n'en a pas beaucoup, on est quand même assez prudent. Hein. Et donc, il y a ce moment de crise très important où le président va prendre sa décision. Généralement, il demande d'avoir les résultats avant même que ça commence. Alors, on lui explique que quand même, il décide, mais il faut quand même qu'on lance l'affaire. On lui a expliqué qu'il fallait tant d'heures ou tant de jours ou tant de minutes. Mais il veut déjà avoir les résultats. Surtout son conseiller communication, d'ailleurs. Alors, comme il agace, souvent on le met pas dans la salle de décision parce que sinon on aurait tout sur les médias le lendemain. Et donc les chroniqueurs de LCI, BFM et CNews se régaleraient. Donc cette prise de décision, on revient ensuite au centre opérationnel et on se retrouve à ajuster précisément parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une notion d'éloignement, il y a une notion de capacité. C'est très complexe. Hein. Vous savez, entre le sous-marinier nucléaire et le voltigeur de pointe, vous avez tous les métiers dans les trois armées. Hein, tous les métiers. Hein, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants, mais enfin, il y a de tout pour tout le monde dans cette arme. Dites-le, répétez-le à votre descendance. Ils sont les bienvenus. D'ailleurs, à ce propos, ça me permet une petite incidente. L'armée française est jeune. Alors, elle est jeune. Qu'est-ce que ça veut dire jeune? La moyenne d'âge, c'est 32 ans. Je vais vous donner la moyenne d'âge de l'armée ukrainienne. C'est plus de 40 ans. Alors, ils ont fait des choix très différents de nous. Nous, on a misé sur la jeunesse. Parce qu'effectivement, moi, en tant qu'ancien officier de blindés et d'infanterie de marine, je peux vous dire qu'effectivement, c'est quand même les jeunes, hommes, et maintenant je suis obligé de dire femmes, qui sont les plus aptes pour ce genre d'engagement. 15% de femmes dans les armées. Alors 15% de femmes inégalement réparties. L'armée française est une des armées les plus féminines. Alors, après l'armée américaine, je crois. Alors, d'ailleurs, ça vous permettez quand même une petite distorsion. Quand on regarde les images des conflits, il y a quand même, en première ligne, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient, c'est essentiellement des hommes. Alors, vous direz, ma femme doit être présente dans la salle, donc elle va dire c'est le machiste qui va parler. Personnellement, dans les unités de combat de première ligne, pour moi en tout cas, je préfère que ce soit des hommes, que ce n'est pas la peine de voir des femmes embouillies à côté de soi. Très sincèrement. Mais enfin, c'est mon point de vue. En tout cas, les armées ont généralement, effectivement, une féminisation assez forte, plus forte dans l'armée de l'air, dans la partie qui reste à terre d'ailleurs, dans les pilotes on n'y est pas encore. Hein. Dans la marine, il commence à en avoir, même dans les sous-marins, ce qui pose quand même quelques problèmes de proximité, parfois de promiscuité quand même. Et dans l'armée de terre, il y en a, suivant les armes, un certain nombre, effectivement, et qui sont remarquables. Alors, pour le côté remarquable, pour ne pas paraître quand même ce que je ne suis pas, j'ai vu un reportage extraordinaire d'équipage de blindés complètement femmes chez Tsahal, de jeunes femmes, tout à fait étonnant. Donc, je ne dis pas que les femmes ne soient pas capables de se battre comme des hommes. Je dis que je préfère. Mais je connais
la pugnacité de vous, mesdames, de vos filles et de vos petites filles. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Pour revenir au sujet, mais rien n'est indépendant. Hein. Dans la décision, quand le chef d'état-major dit au président « oui, on peut y aller », et ensuite le président décide, c'est qu'il est sûr qu'il a préparé, entraîné et équipé ses hommes et qu'il a le collectif qui va bien pour obtenir le résultat au moindre coût. Au moindre coût, parce qu'effectivement, nous sommes dans une culture qui n'est pas la culture des pays de l'Est, où on consomme énormément d'hommes. Hein. On est pour avoir le résultat avec le minimum de pertes. De l'autre côté, mais aussi, et on cherche, et je dois dire tout à fait honnêtement, on n'y parvient pas à chaque fois, à limiter au grand maximum, voire à éviter les pertes collatérales. Ce qui, en traduisant ça en français courant, éviter de tuer les civils. Alors, vous savez, vous regardez à peu près les mêmes images que moi, vous savez que c'est très difficile de distinguer toujours l'homme armé, même militaire, hein, du civil, que souvent vous avez des interpénétrations, et donc c'est très difficile de faire, même en faisant très attention, de réaliser des opérations propres. Alors il y a quand même vous me permettez encore, j'ai encore 1 minute ou 2 ? 1 minute, alors avant que je vous pose une question. Alors allez-y. Ah, non, mais si vous avez quelque chose encore... Non, je disais que prenant des exemples vécus, lorsque les forces américaines, françaises, britanniques ont bombardé la Serbie, je ne sais pas si ça vous rappelle, vous avez l'âge, c'est en 1999, nous avons bombardé la Serbie pour faire tomber Milosevic. Nous n'avions d'ailleurs pas de résolution de l'ONU en la matière, mais enfin, c'était la décision du monde occidental. Nous avons veillé à faire un travail le plus net possible. Je le dis parce que j'étais exactement celui qui signait les ordres de bombardement. Donc nous regardions dans le détail où on voulait mettre chaque bombe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On n'est pas dans le bombardement de Saint-Lô, de Rouen ou de Caen. On était dans un moment où, sur des photos aériennes, on met des croix en discutant avec l'aviateur pour qu'il mette les bombes à tel endroit. Eh bien, il arrive que, par moment, pas dans ce type de bombardement, mais dans des bombardements sur des objectifs dits d'opportunité, on se trompe. Donc, il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de concept guerre propre, ça veut dire des guerres où on fait sans tuer les civils. Vous le savez, vous le voyez sur les 2 théâtres principaux, mais il y a d'autres combats en Afrique, c'est la même chose. Ce n'est pas de guerre propre. Et il n'y a pas non plus de concept zéro mort, qui est une notion qui avait tourné dans les années 90 autour de M. Clinton, mais qui l'a amené à se désengager sur des crises, on n'a pas le temps d'en parler, où l'armée américaine aurait été bienvenue. Alors, ma question, avant qu'on passe la parole à la salle, parce que évidemment le temps file, revenons à l'autorité qui, dans l'armée, a quand même une place, vous l'avez rappelé, par cette phrase qui est déclarée, que vous avez rappelée tout à l'heure, a une place très importante, incontournable, intrinsèque, on pourrait presque dire, avec cette obéissance qui est inconditionnelle. Un ordre est un ordre, on se doit donc de l'exécuter, mais jusqu'à quel point ? Alors, voilà. Je pense que justement la légitimité de l'ordre, je pense que pour finir la table ronde... C'est une excellente question, je vous remercie, parce qu'il y a des limites à l'ordre. Et effectivement, ces limites, il y a un code de déontologie, il y a une éthique du soldat, et évidemment, pour être court et simple, tout ordre qui amènerait à des crimes de guerre doit être refusé. Clair. Donc il y a une possibilité légale de refuser un ordre si son exécution amène des crimes de guerre.
Alors, si vous voulez, c'est très clairement énoncé. C'est également, ça fait partie de la formation de tous nos hommes, et en particulier tous les cadres, parce que la guerre, vous le savez, hein, vous avez l'âge, mais c'est quand même moche. Hein. Et donc, on voit parfois des choses d'une cruauté telle que si c'est pas encadré, le soldat devient un milicien, c'est-à-dire qu'il n'a plus de règles. Et que dans ce cas-là, il va basculer là où il doit se contrôler. Vous savez, quand vous voyez un de vos camarades qui grille dans un véhicule, généralement, ceux qui ne sont pas loin peuvent être considérés comme responsables. Et si on suit cette logique-là, on arrive rapidement au crime de guerre. Et donc là, il faut vraiment, c'est là où toute la discipline est importante. On a parlé de l'autorité, mais ça mène à la discipline et l'obéissance et l'exercice du commandement. Alors, c'est des notions sur lesquelles on n'a pas pu développer, mais vous voyez bien que l'autorité, c'est ce qui est en haut. Ensuite, ce qui est en bas, c'est évidemment l'obéissance, mais qu'au milieu, il y a l'exercice du commandement. Et cet exercice du commandement doit amener à ce que l'exécution soit en ligne complète, non seulement avec l'ordre, mais avec également le corpus de l'engagement du soldat en opération. Merci beaucoup. Il est temps de vous passer la parole. Et de prendre vos questions. Y a-t-il donc des questions dans la salle ? Oui, je ne vois pas. Oui, là, il y a une question. Bonjour à tous. J'ai une question pour le militaire Monsieur Delors. Pourquoi la guerre ? Une question toute simple. Alors, c'est simple. Peut-être vous n'avez pas entendu mes premiers mots, mais je vais y revenir. L'État, partout dans le monde, il se forme pour deux raisons. La protection des populations et l'intégrité du territoire. Une fois qu'on a dit ça, on est, comme je l'ai dit, sur l'armée, la police et la justice, et ce qui veut dire que la guerre, avant tout, c'est pour défendre l'intégrité du territoire et assurer la protection de la population. Il y a bien entendu des États qui veulent en tout cas prendre des parts à l'autre. C'est pour ça qu'on a des guerres. Pourquoi la guerre ? Parce qu'effectivement, il y a des conflits de voisinage. Donc la guerre, c'est inhérent malheureusement à l'histoire de l'homme. Alors ce qui est, si on ne veut pas la guerre, en tout cas c'est ma position, c'est qu'il faut être fort. Si vous êtes fort, vous dissuadez. Vous savez, regardez dans les rues, etc., un homme qui est fort et qui marche pacifiquement sur le territoire, personne ne viendra lui chercher l'oise. Mais c'est la logique, ça. Si vous êtes fort, vous dissuadez l'autre de venir vous attaquer. Alors, il y a eu d'abord les armées, et puis ensuite, avec le progrès a amené d'autres capacités. C'est pour ça qu'on a la dissuasion nucléaire. C'est pour ça qu'on veut éviter d'avoir la guerre. Mais effectivement, il vaut mieux être fort et montrer parfois sa force pour dissuader l'autre de vous attaquer. Évidemment, il y a le problème de la définition des intérêts d'un pays, et il arrive que parfois il faille défendre des intérêts à l'extérieur par des opérations. C'est ce que la France a fait pendant très longtemps. Je ne sais pas si maintenant elle aura toujours la même volonté, les mêmes engagements et les mêmes moyens. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a fait, en tout cas depuis, disons, pour faire simple, depuis le début de la Ve République. Alors, oui, il y a d'autres questions, mais oui, à l'étage. À l'étage.
Très bien. Mais juste un petit rebond là, avant de vous passer la question, sur la question de votre propos. Il faut être fort. Si on ne veut pas de guerre, il faut être fort. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais c'était un rebond de... Non, parce que ce que vous indiquez spontanément, parallèle avec les règlements de compte pour tenir des points de deal entre trafiquants de stupéfiants, où c'est ni plus ni moins un triste conflit de voisinage, et que parfois celui qui est un peu moins fort a au contraire très envie d'aller s'attaquer au fort pour pouvoir prendre son point de deal qui lui permet d'être plus fort que l'autre. Là, c'est l'État qui est faible. Alors, je pense que aussi bien les magistrats de l'ordre judiciaire que les policiers, que les gendarmes, que d'ailleurs tout le pouvoir régalien fait en sorte que l'État soit aussi présent sur ces problématiques, me semble-t-il. L'État doit assumer ses responsabilités sur la totalité de son territoire. Une question, là-haut. Oui, bonjour. Une question pour Monsieur Delors. Madame Thibault-Lecuivre nous a présenté l'IGPN, donc l'organisme de contrôle interne. Est-ce qu'il y a au sein de la Grande Muette une instance qui permet de contrôler les actions ou exactions de l'armée? Alors d'abord, il y a le contrôle politique quand même. Hein. Si vous voulez, le contrôle politique, c'est quand même... je parle du politique gouvernemental. C'est lui qui est en position. Il a tous les organes qui vont bien. Et effectivement, il n'y a plus de justice militaire comme ça existait. Et donc, le militaire est responsable de ses actes. Donc, il est responsable de ses actes. Donc, à travers des chambres spécialisées, etc. La magistrate est beaucoup plus au point que moi. Je n'ai pas eu l'occasion d'y passer. Par contre, il y a d'autres éléments auxquels, par contre, j'ai participé. C'est les commissions d'information du Parlement, qui a eu à plusieurs occasions, a fait intervenir des chefs militaires pour répondre à ces questions. Donc il y a alors la Grande Meute, c'est un terme un peu ancien. En fait, j'ai coutume de dire ne soyez pas sourds car nous ne sommes pas muets, quoi. Que les généraux parlent beaucoup plus qu'on ne le dit. Hein, je prendrai pour exemple le chef d'état-major des armées actuelles qui s'exprime régulièrement dans un certain nombre d'enceintes et qui dit des choses importantes sur la protection de notre pays, sur l'état de nos armées et sur nos capacités dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Alors, en ce qui concerne les autres cas, écoutez, les armées ne sont que les instruments du politique, entre guillemets. Hein. Et donc, la responsabilité, elle est bien globale. Hein. Elle revient aux décideurs. Alors, s'il y a des actes individuels qui sont répréhensibles, comme je disais, le crime de guerre, eh bien, ils sont responsables et ils sont traduits. Alors, heureusement, même si certains aimeraient que ça soit dit très fréquemment, il n'y a pas beaucoup d'exactions ou de destructions. Hein. Il y en a eu, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas eu, mais enfin, disons qu'il faut remonter déjà à pas mal de temps avant d'en trouver de valables, parce que vous avez raison, j'ai entendu la remarque, vous avez raison, il a été dit qu'il y a eu des exactions, par exemple, sur certains territoires en Afrique, c'était erroné, mais c'était erroné pour ne pas dire diffamatoire. Donc il faut être très prudent là-dessus. Une question? Oui, madame? Vous m'entendez? Puisque nous savons qu'à partir du mois de janvier, qu'il s'agira d'un animateur de la chaîne du réseau de M. Murdoch, Fox News, qui sera à la tête de la défense aux États-Unis, que
un des projets de son patron, c'est de retirer les États-Unis de l'OTAN, qu'une des positions de M. Poutine en Ukraine, c'était que l'OTAN était trop près de ses frontières. Pourrions-nous, je ne pense pas que la France est prête à envahir les États-Unis, mais auriez-vous une petite idée de quelle sera la position qui sera prise par l'Europe lors des mouvements de, par exemple, l'utilisation du militaire, si ça s'avère possible aux États-Unis, si encore les patrons du militaire acceptent de mettre à la porte 3 millions de migrants et qui iraient dans des pays, par exemple, d'Afrique, contre leur gré de la position par rapport à l'Ukraine aussi, parce qu'il s'agirait seulement de renvoyer des Ukrainiens chez eux. Une petite idée de comment la France... Je vais répondre au début de votre question, parce qu'il y en a beaucoup et je veux rester dans un domaine isolé. D'abord, mon sentiment, c'est que les États-Unis d'Amérique ne se retireront pas de l'OTAN. Par contre, qu'ils veuillent faire payer plus les pays européens, ça paraît évident. Eux consacrent 3,5% de leur PNB à la défense, et il y a des États européens, y compris l'Allemagne, qui tournent à 1,5, et nous, on est tout juste à 2. Seules la Pologne et la Grèce sont au-dessus de 3%. Donc ils veulent faire payer plus les Européens pour la défense en Europe, ça me paraît évident. Pour ce qui concerne la personnalité de cet homme, que je ne connais pas, je veux dire que, vous savez, on va voir, hein, il faut être très prudent parce que on a rarement eu d'emblée la connaissance de toutes les compétences de nos ministres quand ils sont arrivés en poste. Il a fallu parfois attendre un peu pour estimer qu'il remplissait bien son rôle. Donc on va voir. Vous savez, pour les présidents, les premiers présidents, ils avaient tous combattu. Alors pour nous, c'était assez simple, hein. Général de Gaulle, Pompidou à sa façon, Giscard d'Estaing très certainement, même avant de rentrer à Polytechnique, Chirac en Algérie, Mitterrand comme sergent brillant de la coloniale à l'époque, c'est les troupes de marine de maintenant, mais ils se sont tous battus. Ensuite, il y a une autre génération qui est arrivée avec M. Sarkozy, qui avait fait un petit service militaire, mais en fait, il s'était pas battu. Le président Hollande qui a été aspirant dans un régiment. Et puis maintenant, la jeunesse étant là, ils n'ont plus fait. Donc, il n'empêche qu'ils sont chefs des armées. Donc, si vous voulez, c'est pas indicateur. Alors, les ministres, n'en parlons pas. Donc, ça veut pas... Le fait qu'il est... j'espère qu'il sera moins mauvais que ce qu'on dit. Pour l'ensemble. Mais alors, donc, pour ce qui est de l'Europe, je crois qu'il n'est pas du tout, même avec ce qu'on peut imaginer de l'équipe Trump, leur envie de larguer les Européens. D'abord, on dit les Européens, vous voyez bien qu'on ne peut pas dire l'Europe, puisqu'il n'y a pas d'Europe politique. Il y a une Europe économique, mais il n'y a pas d'Europe politique. Donc, ils conserveront, évidemment, un lien très fort avec un maximum de pays européens. Est-ce qu'il y a une toute dernière question sur le sujet de l'autorité dans l'ordre régalien? Parce que sur ces questions, effectivement, qui concernent plus les relations internationales, la table ronde qui suit, effectivement, va forcément revenir sur ces questions. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Je vois 3. Alors, vous avez déjà posé une question, monsieur, excusez-moi, mais peut-être... Oui, je voudrais poser une question sur les crimes de guerre. Vous nous avez dit, Général, que les crimes de guerre pouvaient donner lieu à une forme de désobéissance. Or, quand on voit actuellement sur certains théâtres d'opération qu'il est difficile et très polémique de les définir, quand on sait même que depuis les conférences de La Haye, leur définition a été évolutive et compliquée, on pourrait se demander quels sont les critères. Et puis, question liée, à partir de quelle chaîne de commandement se ferait éventuellement ce refus d'obéissance? Alors, l'échelon, il peut être échelon individuel. Hein.
Alors maintenant, le crime de guerre, c'est la volonté délibérée de tuer des personnels civils qui ne participent pas à l'action militaire. Donc, la volonté délibérée de tuer. Vous voyez, il faut que ça soit une volonté délibérée. Mettons les crimes de Boutcha, où les civils sont tués dans la rue parce qu'ils passent en vélo, ils sont ukrainiens, ils sont tués par des Russes en colère. Donc ça, c'est crime de guerre. Le problème, alors ce que vous avez en tête, c'est l'utilisation des bombes aériennes, des drones, etc. Et alors on pourrait partir sur les problèmes de l'intelligence artificielle aussi. Est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de refuser? Non. Vous voyez bien que là on est dans un problème éthique déjà. Vous pouvez avoir un caporal qui va dire « moi je tire pas », ou un capitaine qui fera stopper le feu. Ou un pilote qui va faire une ressource pour pas larguer sa bombe. Mais l'IA, l'intelligence artificielle sur les drones ou les armes équipées avec ce type de trucs, eux, ils n'ont pas de conscience. Donc là, ça dépasse un peu notre sujet, mais vous voyez bien que même dans la définition des crimes de guerre, on arrive à, plus on approche avec la modernisation, plus on approche du fait qu'on délègue finalement une absence de conscience à des systèmes armés. Il y avait eu à un moment une réflexion éthique pour éviter justement des possibilités de crimes de guerre. Alors, comme je voulais laisser entendre, la guerre, c'est quand même une saloperie. Donc, les guerres sans crimes de guerre, alors il y a les crimes de guerre qui en sont, pour lesquels la justice peut trouver non pas une excuse, il n'y a pas d'excuse, mais des explications de contexte, etc. Vous savez, on n'a pas assez de temps pour mettre en situation, mais il peut y arriver des moments où tous les plombs sautent chez l'homme. Et la bête n'est pas loin chez l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a l'obéissance, l'autorité. Merci. Eh bien, écoutez, sur ces paroles graves, essayons de contenir les bêtes qui sont en nous. Et merci pour cette table ronde. Merci à tous les trois. Et donc, passe la parole à la table ronde suivante sur l'autorité dans les relations internationales. Là, on a commencé avec le